Donc, moi, mon nom est Sophie, je suis usagère de la santé mentale depuis 20 ans. Donc, j'ai 45 ans, ça a commencé mes problèmes de santé mentale à 25, ce qui est une chance, je dirais, parce que j'ai eu un parcours universitaire assez riche et varié, qui m'aide encore actuellement dans les démarches que je fais, que ce soit au niveau de la pérédance ou au niveau de la gestion de l'ASBL, dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc moi, j'ai rencontré la pérédance en 2012, quand j'ai fait mon stage de dernière année assistante sociale à la Fédération des associations d'usagers qui s'appelle Citoyens. Donc là, j'ai entendu parler de pérédance et je me suis dit que c'était vraiment un outil, un concept super pour pouvoir utiliser son expérience de la maladie, son expérience du rétablissement, son expérience des réseaux de soins et pouvoir aider d'autres personnes. Donc, comme au niveau professionnel, ben, j'étais un peu en stand-by aussi à ce moment-là, ben, c'était l'occasion de me rediriger vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et dans la foulée, ben, j'ai créé la SBL en route avec d'autres usagers de citoyens au départ. Maintenant, nous sommes beaucoup plus. Et donc, nous voulons sensibiliser au concept de la pérédance et implémenter la pérédance en Belgique francophone particulièrement. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Benoît Delatte et je suis psychiatre. Je travaille à la fois en milieu hospitalier, dans un hôpital qui s'appelle le Beau-Vallon à Namur, qui est un hôpital psychiatrique qui concerne à peu près 400-500 places, hein, de tout type de structure. Moi, j'ai donc une activité hospitalière au sein de l'hôpital. Et puis, je suis engagé également à divers titres comme psychiatre dans des activités ambulatoires et notamment comme directeur médical d'un centre de réadaptation fonctionnelle, donc un centre qui a une visée vocationnelle par rapport à des personnes en situation de rétablissement. Et à ce titre-là, je m'engage comme un acteur dans le réseau de la santé mentale localement. Et voilà. Et en même temps, pour travailler certains aspects de la déstigmatisation, j'ai pris une charge d'enseignement dans une école supérieure, notamment pour infirmiers, dans un travail de promotion de la santé. Voilà. Je suis vraiment très motivé par toutes les questions autour de la réhabilitation et tout ce qui touche à la psychiatrie citoyenne. Bonjour à tous, moi c'est donc Vincent, j'ai 51 ans. J'ai un parcours en santé mentale qui remonte à 26 ans. Donc oui, c'est vrai, ce sont des chiffres, mais à l'âge de 26 ans, c'est déclaré mon trouble de la bipolarité. Mais j'ai de la chance aussi dans mon parcours. J'ai pu étudier, mener jusqu'au bout mes études. Et alors, j'ai aussi la chance d'avoir pu travailler pendant 15 ans, 5 ans dans une banque et 10 ans en tant que IT trainer. Alors, que vous dire? Donc, j'ai 3 grands-enfants, donc d'une première union, qui travaillent déjà ou encore sont aux études pour les 2 plus jeunes. Alors, je peux dire que mon parcours en santé mentale, dans on va dire, le rétablissement, donc j'ai eu l'occasion, à partir de 2008, de commencer à rentrer dans le parcours du rétablissement. Et sur mon chemin, j'ai rencontré plusieurs ASBL, entre autres le Funambule, qui se charge d'organiser des groupes de parole pour personnes ayant le trouble de la bipolarité. Et alors déjà, depuis 5 ans, j'ai rencontré En Route. Donc En Route était sur mon chemin. Et là, en fait, je suis père aidant, volontaire, indépendant. Et donc, ça me permet d'assurer des missions de père aidance déjà depuis plusieurs années. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner une trentaine de personnes depuis plusieurs années. Et voilà, donc ça c'est un début. La suite viendra en cours d'échange. Ok. Oui, donc nous, avec En Route, on travaille vraiment à la professionnalisation de la pérédance. On voudrait faire reconnaître un statut
Euh, on fait de la sensibilisation au niveau des institutions, on fait du lobbying au niveau des politiques. On a un groupe de travail notamment fédéral qui rallie les francophones et les néerlandophones autour de la question, avec des pères aidants qui viennent des deux côtés du pays et des professionnels intéressés par la question. Et donc, on voudrait vraiment mettre sur pied un projet pilote pour créer de l'emploi. Parce que, bon, à l'heure actuelle, le bénévolat, ça, c'est quand même quelque chose qui est très bien, c'est bien développé ces quelques dernières années. Mais maintenant, on voudrait arriver à avoir de l'emploi, quoi. D'autant plus qu'il y a une formation à Mons qui existe depuis 2016 et qui forme comme vous appelez chez vous, des cohortes de pères aidants. Il y en a 12, 14 qui sortent par année. Et donc, on aimerait bien avoir quelque chose à leur proposer de concret et de rémunéré au-delà du bénévolat, quoi. Moi, non, moi en tant que psychiatre hospitalier, je disais tout à l'heure que j'étais responsable pour l'hôpital dans lequel je travaille, de la gestion des projets par rapport à toute la fonction hospitalière. Et dans ce cadre-là, on vient d'inscrire fermement dans nos projets de service le modèle et les valeurs qui se trouvent au cœur du rétablissement. Et donc, dans ce cadre-là, de la participation tant des familles que des usagers, vraiment dans une implication réelle, quotidienne, authentique, véritable dans le processus des soins. Donc, voilà ce qu'on a fait. À ce titre, enfin, en lien avec ça, moi, j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans maintenant, de pouvoir engager dans un des services, d'être le médecin qui a poussé la direction à engager un père aidant rémunéré dans un service. Ça, je pourrais donner un petit feedback de ces 2 années de travail en compagnie du père aidant. Et à titre de psychiatre travaillant dans le réseau extra-hospitalier, dans ce centre plutôt à visée vocationnelle, nous avons engagé une paire aidante bénévole qui nous accompagne depuis maintenant un an et demi au quotidien dans nos équipes, dans nos interventions. Et je pourrais dire un peu comment elle a pu, en tout cas, nous aider à transformer progressivement notre pratique qui était déjà fort orientée rétablissement à ce moment-là. Dans la situation des pères aidants, comme je le disais tout à l'heure, travaillent beaucoup en bénévolat. On voudrait bien donc changer cette donne-là. Au niveau des pratiques orientées rétablissement, ben, il y a de plus en plus d'institutions qui commencent à jouer le jeu, mais bon, elles sont encore pionnières en la matière, hein. On peut dire que la psychiatrie, avance axée sur les faiblesses des diagnostics, les limites, les symptômes. Et bon, pour en arriver au rétablissement, ça prend quand même un temps. Mais bon, c'est en bonne voie chez nous maintenant, avec ces institutions qui sont pionnières en la matière, qui donnent le coup d'envoi. Oui, moi je complète enfin, je ne sais pas si tu souhaites que j'intervienne, mais réellement, moi je confirme vraiment ce que Sophie vient de dire. C'est vraiment des pratiques qui sont, je pense, Sophie m'avait dit, au nord et au sud du pays, c'est vraiment différent. De notre petit pays, ben, les pratiques sont vraiment fort différentes. Et au sud, hein, dans notre partie qui nous concerne, Bruxelles et la Wallonie, il y a vraiment des pratiques isolées et qui sont souvent le fait d'individus ou groupes d'individus qui sont portés par ce mouvement, qui se sont informés, qui ont voulu investir à ce niveau-là. Et d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de moyens spécifiques mis en œuvre
sur le plan de la structuration, ni sur le plan des moyens financiers par nos autorités compétentes. En plus, nous connaissons en Belgique maintenant, au niveau des soins de santé, une redistribution des moyens financiers. Donc, on est dans une période de transition où des fonds qui étaient gérés par le fédéral sont maintenant gérés par les régions, et donc ça va amener peut-être certainement à des financements différents de nos systèmes de soins, en tout cas. Voilà. Au niveau de la participation, en fait, avec la réforme 107, là, on est quand même très loin puisque les usagers et les proches participent aux réunions décisionnelles des comités de réseau régionaux et aux groupes de fonction. Et donc, ça, c'est vraiment hyper important parce qu'ils portent la voix de leur père. Et à Bruxelles, on a même le droit de veto, c'est-à-dire que si un projet ne nous convient pas à nous, les usagers et les proches, eh bien, il ne passera pas. Donc, c'est vraiment la psychiatrie centrée sur le patient et les soignants qui doivent tenir compte de son avis avant de prendre des décisions qui le concernent, quoi. Et en fait, l'article 107 qui a été réformé, c'est historiquement l'ensemble des financements par rapport à les soins de santé en psychiatrie étaient portés sur les hôpitaux psychiatriques étaient vraiment le nœud du financement et le nœud des soins psychiatriques. Et donc, la réforme 107, c'est vraiment redistribuer cette place centrale et quelque part faire une révolution où on donne vraiment la place, la prépondérante à tout le réseau ambulatoire, mais en lien avec l'hôpital. En tout cas, de redistribuer de façon beaucoup plus large la façon dont les soins sont donnés. Et donc, ça a vu la création de plein de choses qui manquaient dans le paysage sur le plan psychiatrique, les équipes mobiles de soins intensifs dans la communauté, de soins continus, les centres vocationnels dont je parlais, plein de choses, on a vu plein d'initiatives indépendants, en tout cas en relation sur l'hôpital. Voilà. En fait, concernant le rétablissement, il y a des actions spécifiques entreprises du style faire collaborer lors d'un même entretien un professionnel médecin accompagné du patient, de l'usager, et l'usager vient également avec son proche et vient également avec son père aidant. Et ça permet en fait d'analyser la situation à quatre avec tous les partenaires. Et en fait, ça a été éprouvé, mis en pratique il y a déjà bientôt 1 an pour un cas bien concret dans la région où j'habite. Et ça, on peut dire que c'est un pas qui est très bénéfique dans la démarche au niveau de la paire-aidance. Nous, au niveau du rétablissement, par exemple, l'ASBL En Route a édité une brochure qui s'appelle Le carnet La fleur de Patricia, donc qui explique le rétablissement du point de vue de l'usager, mais qui est distribué aux professionnels, aux patients, aux proches. Et donc, voilà, ça se diffuse quand même largement en Belgique francophone et on espère que ça va avoir des retombées aussi dans le fait que les institutions soient de plus en plus orientées rétablissement, quoi. Moi, à mon niveau, je parlais tout à l'heure de 2 expériences concrètes dans le réseau santé Namur, qui est le réseau de soins mis en place à partir de cet article 107. C'est d'abord l'engagement dans la structure qui s'occupe de gérer les logements supervisés en lien avec l'hôpital du Beau-Vallon. Il y a environ 82 places d'hébergement en ville pour les personnes, et avec ces hébergements fonctionne directement un club psychosocial. Et dans cet objet de soins, enfin dans cette structure de soins, pardon, nous avons souhaité, avec le coordinateur, engager un père aidant. Un père aidant qu'on a vraiment complètement intégré dans l'équipe. Alors,
à la fois pour être présent aux réunions d'équipe, aussi pour être présent dans le club, dans les activités et pour être au contact des usagers qui fréquentaient le club, pour témoigner de son parcours de rétablissement, pour pouvoir témoigner de cette capacité ou de cette possibilité de reprendre du pouvoir d'agir, hein, et donner de l'espoir aux personnes. C'est vraiment ça qui nous a motivés et qu'on a travaillé. C'est une position, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui est difficile à tenir. C'est une position qui est compliquée à intégrer dans une équipe bien structurée, une personne isolée qui a pas c'est un corps de métier différent dans toutes des personnes qui sont des infirmiers, des kinés, des assistants sociaux. Il a souvent été mis en difficulté par cette position-là. Et moi, j'ai vraiment extrêmement soutenu le fait que c'était une personne qui avait, que de par son expertise liée à son expérience, il avait à témoigner autant que nous qui avions notre savoir académique pour parler autour et avec le patient. Et donc, voilà, on a mené cette expérience qui est extrêmement riche par rapport à l'accompagnement des personnes, mais qui s'est avéré aussi difficile par certains aspects. En tout cas, moi, ce que j'ai témoigné, c'est vraiment l'intégration d'une personne dans un système de soignants et, pour lequel on a milité. Vincent et moi, clairement, puisqu'on est dans la même ASBL en route, donc on travaille ensemble, on fait des présentations ensemble, des sensibilisations, on s'échange les expériences qu'on a avec des pairs aidés aussi, lorsque les situations sont un peu compliquées, pour avoir des conseils. En fait, on est assez complémentaires et j'ai envie de dire ceci, on est en même temps compagne dans la vie. Donc, on a l'occasion d'échanger au quotidien et il y a une grande complémentarité. De mon côté, j'assure toute une série de suivis déjà depuis plusieurs années. Et alors, oui, sorry. Donc, j'ai l'occasion de collaborer avec plusieurs médecins, l'un dans une clinique bruxelloise, et c'est vraiment en tant que père aidant, ça veut dire ça permet à certains moments de se retrouver seul avec le médecin, de faire le point sur l'usager, le patient, tout comme on peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, la possibilité de se rencontrer à trois, usagers, professionnels et pères aidants, voire même ajouter un proche dans la relation. Et ça permet en fait de gagner énormément de temps. Et le père aidant, par sa place, est en fait… le père aidant peut en fait reformuler ce que les professionnels disent. Et ça, c'est très apprécié dans le secteur. Donc, c'est ce rôle complémentaire, aussi bien quand on est avec l'usager que quand on est avec les professionnels. Ah oui, moi je trouve, je suis à 100% d'accord avec ce que mes collègues viennent de dire maintenant. On n'a pas l'occasion géographiquement de travailler ensemble. Si on était vraiment géographiquement basé sur la même ville, je pense qu'on aurait l'occasion de travailler ensemble. J'aurais pu très bien venir avec Charline, qui est père aidant dans le centre dans lequel je suis, et alors, avec le père aidant, moi j'ai l'occasion de faire certains entretiens à certains moments, dans des entretiens de candidature pour des usagers qui avaient fait une demande pour venir en logement supervisé. Donc, par exemple, pour retracer le processus d'admission, en première vague, il y a un premier entretien qui est fait avec le coordinateur et un psychologue, et il y a un deuxième entretien qui est programmé. Et à ce moment-là, c'est le médecin, moi en l'occurrence, mais j'ai eu de nombreuses fois comme
co-intervenant, le père aidant. Et moi, je trouve que c'est vraiment, ça met une ambiance complètement différente et ça permet d'aborder souvent bien plus simplement et beaucoup plus authentiquement les choses. Voilà, enfin, et moi, je trouve que c'est une réelle, ça a à chaque fois été une réelle plus-value où on peut, avec des sensibilités différentes, pouvoir cerner un peu mieux la réalité de l'usager et reformuler sa demande au mieux. Voilà. Ben moi, par exemple, je ne travaille pas beaucoup avec le personnel soignant des patients que je suis, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un contact téléphonique une fois avec la psychiatre des personnes que je suivais, et ça ne s'est pas très bien passé, je dois dire. Donc, bon, comme quoi il y a encore deux écoles ici en Belgique, l'école de ceux qui reconnaissent la pérédance et qui voient l'intérêt, et ceux qui sont quand même encore un peu méfiants. Donc moi, mon expérience à ce niveau-là, elle n'avait pas été hyper positive. Enfin bon, c'est pas pour ça que je renonce, hein, voilà. Et moi, j'ajouterais ceci. Donc, je parlais tout à l'heure que j'ai eu l'occasion de participer avec un usager, un proche et un médecin. Et encore tout récemment, sur Bruxelles, j'ai eu l'occasion de collaborer avec un médecin algérien de 37 ans qui est vraiment conquis et acquis à la pérédance. Et donc, ça vient nous réconforter, nous motiver encore davantage pour aller plus loin dans ce beau métier. Pour donner un écho d'une expérience qui m'avait beaucoup amusé, c'est lors d'un entretien de candidature en logement supervisé. Je faisais donc l'entretien avec le père aidant et on a rencontré quelqu'un qui était qui présentait une pathologie d'ordre psychotique, mais qui était très structuré, très organisé dans tout ça. Et j'étais vraiment ça m'a beaucoup fait rigoler parce qu'on a eu, le père aidant et moi, deux perceptions complètement différentes où on s'est positionné chacun avec nos savoirs en disant moi j'avais repéré tout de suite que lui avait une problématique plus d'ordre psychotique, ce qui ne m'a pas empêché de questionner plein d'autres choses, c'est d'avoir une idée plus large. Et le père aidant, du coup, n'avait pas du tout vu la pathologie et ça a donné quelques quiproquos lors de l'entretien parce que lui était rentré complètement dans le discours délirant de la personne, mais ce qui n'empêche pas, quand l'entretien est terminé, de discuter entre nous et de réanalyser les choses et moi d'expliquer, tiens, tu as vu, regarde, la personne a manifesté des barrages, elle avait des attitudes d'écoute, et moi d'expliquer très simplement des choses liées à la symptomatologie de la personne, et le père aidant de me rééclairer sur certaines autres choses. Et donc moi j'ai trouvé ça très très riche d'une rencontre et de discuter pour avoir une vue beaucoup plus globale de la personne. Voilà. Oui, en fait, concernant le relationnel, j'ai envie de remonter de quelques années en arrière. En fait, il y a 10 ans d'ici, lors d'une grande décompensation qui a été suivie d'un long séjour en clinique, j'ai pu enfin quitter la clinique et participer à ma reconstruction. Et en fait, la reconstruction passe par le relationnel. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé des bénévolats, des volontariats. Et en fait, ça permet de renouer avec la société, de créer des liens. Et les liens sont vraiment primordiaux. Et j'ai eu l'occasion dans ces expériences, donc il y avait une expérience dans un centre pour réfugiés où je participais à une école des devoirs. Et à côté de ça, il y a des activités tout à fait différentes, de taxi social par exemple, accompagner des patients. Puis alors, il y a aussi, on appelait ça chez nous on pourrait dire des groupes de rencontres
Donc, j'ai eu l'occasion d'assister, ça s'appelait, pardon, les dimanches malins. Donc, on se retrouvait entre personnes, j'ai envie de dire, tout à fait normales. Je ne devais pas expliquer en long et en large, oui, je suis le bipolaire qui a connu ceci ou cela. Non. Et ce qui avait vraiment de très intéressant et positif, c'est on s'appelait par le prénom. Et je trouve que c'est une très bonne formule. Ça ajoute dans la proximité. Et alors, il y a eu comme ça toute une série d'activités, rejoindre une chorale, par exemple. Donc ça, c'est l'occasion de nouer avec d'autres personnes également. Et puis alors, il y a tout le travail de ces dernières années pour En route, donc la SBL créée par Sophie, tout le travail avec le Funambule pour la co-animation ou co-facilitation de groupes de parole. Et c'est en même temps un groupe d'entraide. Puis il y a encore assez récemment, j'ai rejoint la Croix-Rouge pour accompagner un moins valide et faire des activités récréatives avec lui 1 ou 2 fois par mois. Et puis il y a aussi, et c'est très important, c'est au niveau de la cellule de vie, j'ai eu l'occasion de rejoindre un habitat collectif solidaire. Donc j'ai autour de moi une dizaine de voisins qui sont considérés comme des vrais voisins. On a un échange régulier entre nous et ça participe grandement au rétablissement. Alors je ne peux pas poursuivre ici sans dire que les proches jouent un rôle capital. J'ai une chance folle, j'ai encore mes parents ne m'ont jamais lâché, si je puis dire. Et donc ça, c'est très positif. Et il y a aussi, j'aimerais dire, c'est un sujet, on n'en parle peut-être pas tellement, mais la relation amoureuse vient également apporter énormément dans le retour au rétablissement. Donc c'est comme ça, dit plic-ploc, plusieurs idées, plusieurs pistes, mais je crois que le parcours relationnel est un parcours pluriel et que ça vaut la peine d'aller vers les autres. Et voilà. Je ne sais rien rajouter. Moi, je trouve que c'était super bien dit. Enfin, voilà, moi, je vais dire que simplement au niveau des équipes de soins, moi, on a souhaité avec plusieurs ici au niveau de l'hôpital, au niveau des collègues, vraiment décliner un peu sous un terme que je vais vous donner tout de suite, mais que la question du rétablissement, c'était à la fois un enjeu individuel, mais que c'était un enjeu collectif également, qu'il était que la question de tisser des liens était extrêmement important, qu'elle participait au rétablissement de la personne et donc tout ce qui peut être fait dans l'optique de retisser ces liens avec, comme dans des relations tout à fait ordinaires chez tout un chacun, mais c'est des choses qu'on essaie vraiment de développer un maximum. Par exemple, à l'hôpital, de laisser, de permettre, de favoriser les contacts, que ce soit parents, enfants, mamans hospitalisées avec les enfants, que ce soit les frères, les sœurs, les couples et tout ça, d'aménager des temps, des espaces, et en tout cas d'être ouvert à cette possibilité de se reconstruire avec les autres. On ne se reconstruit pas tout seul, c'est impossible. Et donc vraiment, l'hôpital a souvent été considéré comme une boîte noire où le patient était dedans, et puis ça permettait dans cette boîte noire de ne pas avoir de contact avec l'extérieur qui paraissait ou qui était identifié comme pathogène. Hein, et donc, voilà, en tout cas, on veut sortir absolument de ce système-là. J'ai envie de rajouter un point, c'est tout ce qui tourne autour de la dimension spirituelle. Je veux dire par là que personnellement, moi, ce qui m'a aidé énormément dans mon rétablissement et qui m'aide encore au quotidien, c'est mon rapport avec la foi. D'avoir foi en quelqu'un, d'avoir foi en quelque chose, m'aide énormément dans mon quotidien. Mais oui, la dimension relationnelle, c'est hyper important. Moi, j'ai commencé à me rétablir quand je me suis recréé un réseau de relations au sein de citoyens, notamment en rencontrant des pairs. J'avais perdu beaucoup d'amis à l'époque. Ma famille avait pris ses distances. C'était très compliqué. Et c'est vrai que le principal obstacle, c'est quand même l'isolement en rétablissement. Pour différentes raisons, parce que quand on est seul, qu'on entend des voix par exemple, on en entend plus quand on est seul. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter à ce niveau-là. Voilà.
moi je suis optimiste parce que depuis qu'il y a cette formation à Mons, il y a un intérêt énorme qui a grandi pour la pérédance. On reçoit des sollicitations aussi au niveau de la SBL tout le temps, de personnes qui ont envie de s'impliquer, qui cherchent une formation, qui cherchent un moyen de pouvoir faire de la pérédance. Donc je pense que oui, la demande croît. Oui, je suis assez optimiste en fait.